C'est même pas une crue centenaire à laquelle nous avons assisté. C'est pire que ça. La peur, concrètement. Je me suis rendu compte que quand le jour allait se lever, on allait voir vraiment un paysage d'apocalypse. Des gens qu'on connaissait qui sont certainement morts. Et on s'en aperçoit aujourd'hui à quel point on était bien. Le matin de la tempête, on a tout simplement passé une très très bonne matinée. C'était merveilleux, nous étions réunis pour un problème dont on pensait qu'il n'allait pas exister. J'étais à la maison, c'est en suivant, j'étais très attentif à tout ce que me disait la préfecture, parce que ça c'est vrai que c'est bien fait, hein. On est informé à la minute près de tout ce qui se passe. Le matin, la préfecture nous a demandé de réunir notre cellule de crise. Nous avons une liste de personnes qu'il faut sensibiliser et pour les prévenir qu'il risquait d'avoir de fortes pluies. À 11h du matin, on a vu qu'il commençait quand même la pluie s'intensifier. Et on sort de la mairie est en contrebas, il y a des grands escaliers qui descendent. Et là, un torrent d'eau. Il y avait une grille sur la place de Venançon où il y avait quelques feuilles. Et de là arrivait de l'eau dans le village. Et avec mes petites baskets, j'essayais d'enlever les feuilles pour que l'eau s'infiltre dans ces grilles, mais qui étaient déjà... en fait, c'était l'afflux d'eau qui arrivait, qui était beaucoup trop important pour notre réseau. En début d'après-midi, on a eu d'énormes rafales de vent. J'ai des habitants qui m'ont appelé depuis le haut du village de Breil, dont le toit avait été complètement arraché. C'était impressionnant, effrayant. Il faut vous imaginer que dans le village de Breil, c'était des tuiles, des pots de fleurs, des tôles, des planches, des poutres des toits qui volaient. Et puis, nous avons été totalement interrompus. Nous avons perdu l'électricité, nous avons perdu l'eau et surtout nous avons perdu tous les moyens de communication avec l'extérieur. Au moment où tout s'est déclenché, on est tombé dans une bulle d'horreur sur tout le village. La peur, concrètement. Pour moi, pour ma famille, et puis pour mes 159 administrés, quoi. La crue qui est un petit peu restée dans les mémoires de 1979, l'eau était arrivée au niveau du pont. Là, il faut vous imaginer que l'eau était 3 mètres plus haut. On n'avait pas les moyens de lutter contre cela, il fallait faire le dos rond. Ces grosses pluies énormes, elles sont arrivées des hauts des montagnes, dans le vallon. Et dans le vallon, c'est la cuvette. Il faut bien qu'elle réceptionne cette eau. Et elle est montée, et elle a emmené des maisons tout autour de Saint-Martin. Et après, ça a été une nuit d'apocalypse. C'était le bouche à oreille qui s'est mis à marcher. On venait nous prévenir, il y a l'eau qui monte dans telle maison, il y a l'eau qui monte dans telle maison, l'eau affleure les ponts, catastrophe. La route entre Saint-Martin et Venançon, il n'y a plus de pont, il n'y a plus de station-service. Moi, les propriétaires de la station-service, je les connais très bien, quoi. Et eux, ils sont où ? On savait que les routes s'effondraient, qu'on avait des gens qui essayaient de remonter sur la commune, qui étaient bloqués entre deux éboulements. Moi, je ne savais pas où était mon fils. La nuit, quand j'ai su que l'eau était retombée, j'ai été sur la place du village, il faisait nuit noire avec la lumière de mon téléphone et j'ai marché dans une montagne de boue, je marchais au-dessus des voitures qui étaient toutes ensevelies. Je ne voyais pas tout, j'entendais le bruit de la Roya, je voyais qu'elle était pas très loin du boulevard et je me suis rendu compte que quand le jour allait se lever, on allait voir vraiment un paysage d'apocalypse. J'arrive pour aller voir l'EHPAD, j'arrive, il n'y a plus de pont. Et puis je regarde, et les deux maisons qui étaient là, elles n'y sont plus. Je me suis mis tout de suite en relation avec les pompiers qui ont été extrêmement réactifs. On a eu tout de suite des gendarmes qui sont arrivés. On a pu ensemble faire une cellule de crise
et puis essayer de mettre à l'abri le maximum de personnes comme on pouvait, hein, en fonction de l'état de ces flots, j'allais dire tumultueux et dangereux, mais on a sécurisé beaucoup de gens, aussi bien d'un côté des rives que de l'autre côté, aussi bien à droite qu'à gauche. Et puis après, on a eu rapidement des hélicoptères qui ont pu élitreiller des gens ou aller les chercher dans certains coins. Non, il fallait simplement voir s'il y avait encore des personnes à sauver, s'il y avait des cas qui pouvaient subsister. On s'est de suite organisé pour accueillir des gens dans la salle des fêtes, rassembler tout ce qu'on pouvait, rassembler et expliquer aux gens qu'il fallait tenir le temps qu'on soit réapprovisionné. Organisez-vous, organisez-vous. Et heureusement, la population a été d'un calme exemplaire. On a fait un inventaire de l'eau que l'on avait. Donc on a été condamné à donner 25 centilitres d'eau par personne qui est venue nous demander de l'eau. Dans ce pays de l'eau, on a réduit les gens à boire 25 centilitres. Mais ça me semble impensable. Parce que j'ai su qu'à un moment donné, il allait falloir prendre des décisions. Et mon seul objectif, c'était de les rassurer. Parce qu'il fallait que je les rassure. Parce que la situation était catastrophique et faut pas en rajouter. Je crois que je l'ai répété 100 fois, cette phrase, faut pas rajouter du stress au stress, quoi. Donc le lendemain, j'ai attendu et j'ai regardé le ciel et puis j'ai vu passer à 10h06 un premier hélicoptère. Et je me suis dit, bon, ils vont se rendre compte de la situation et ils vont déployer tous les moyens. Et puis rien du tout. Alors j'ai pris ma voiture. La route du col de Brouy, ça avait été, non pas dégagée, mais on va dire rendue accessible sur une voie. Et donc j'ai pris la voiture, j'ai été là-haut et j'ai trouvé du réseau téléphonique. J'ai essayé d'appeler un certain nombre d'élus, j'ai eu personne. Et puis finalement, la députée m'a rappelé. Elle me dit, dis-moi ce qu'il y a. Alors je lui explique, je lui dis qu'en plus on n'a plus de réseau téléphonique, qu'on est coupé du monde, qu'on a besoin d'eau, qu'on a besoin de groupes électrogènes. Ne bouge pas Sébastien, je te passe le Premier ministre. Et je peux pas faire mieux, elle me dit. Et donc je me retrouve au téléphone avec Jean Castex qui était à Nice, je savais pas, bien sûr, j'avais aucun moyen de communication avec l'extérieur, je savais pas qu'il a raccroché d'avec moi et il aurait dit non mais il y a un vrai problème dans la Roya, il faut s'en occuper. L'eau a fait des cratères. Et puis on sait, nous, où il y avait des maisons. On sait à qui elles appartiennent, ces maisons. Et là, elles n'y sont plus. Voilà, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. D'habitude, on voyait des gens qui disparaissaient dans des catastrophes, mais c'était toujours très loin. Là, c'est chez nous que c'est arrivé et ça nous a frappés d'une façon incroyable. Et en plus, la blessure que l'on subissait de voir les maisons partir, ces maisons qu'on a toujours vues, de voir ces familles qui ne... J'ai plus rien. Ma maison est partie, j'ai plus rien. Même plus de papier, j'ai plus rien. Après, on apprend le cimetière de Saint-Delmas éventré. Alors là, c'est le coup de massue. Dans le cimetière, il y a nos familles. Les souches de familles de Saint-Delmas de Tende qui sont parties. Franchement, j'ai eu la larme à l'œil. Hein. Voir toutes ces maisons parties et puis des gens qu'on connaissait qui sont certainement morts. Moi, c'est les petits jeunes qui sont morts dans leur véhicule de pompiers. C'est le neveu d'une de mes secrétaires. Elle a appris la nouvelle, elle était là. Et le fils à son frère est mort en faisant son travail de pompier. Et le soir, quand elle est rentrée chez elle, elle n'avait plus de maison. Donc c'est beaucoup, quoi. Le plus dur dans le bilan de ces intempéries, c'est évidemment les pertes humaines. Hein. Nous avons 5 personnes sur la commune de Breil-sur-Roya qui sont disparues. Plusieurs témoins nous ont rapporté une voiture avec 2 personnes à l'intérieur qui a été emportée par la Roya et qui a passé le barrage avec tout feu allumé, avec des personnes à l'intérieur. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'était des personnes d'ici, des touristes, voilà.
y a une solidarité qu'on ne peut trouver qu'en montagne. Extraordinaire. J'ai trouvé qu'il y avait une solidarité que je ne soupçonnais même pas entre tous les habitants de Roquebillière, avec les commerçants, les artisans. Tout le monde a mis la main à la pâte. On a vu des gens pleurer, les autres les prendre dans les bras, les aider. Combien de personnes se sont occupées des personnes âgées? C'est incroyable. Aller les voir, aller les chercher. Voilà, j'ai un cousin qui a couché des personnes très très handicapées chez lui, quoi, pendant 2 jours. Mais il y en a plein comme ça qui ont aidé. Il y a une unité incroyable dans ce village. C'est vraiment main dans la main. On a 2 jeunes qui ont une pelle et qui savent la conduire et qui ont des bras et des tronçonneuses. Ils ont pas réfléchi, ils sont allés nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer. On a un habitant aussi qui a un tracteur, il fallait nettoyer, enlever des pierres pour libérer une voie. Il a libéré, enfin, sans dire je le fais. Non, on le fait. Le village, je sais pas comment expliquer ça, c'est que chacun sait ce qu'il y a à faire au village et pour faciliter la vie des habitants. Et ils le font. Voilà. Le gymnase a été utilisé comme lieu de dépôt des marchandises. Finalement, aujourd'hui, c'est un immense entrepôt qui nécessiterait des personnes dont c'est le métier de gérer des stocks comme cela. Et puis, on a eu des flux d'autant plus importants qu'on doit gérer l'approvisionnement du haut de la vallée qui se fait forcément à partir de Breil. Donc Breil est devenu la base arrière pour l'approvisionnement des 4 communes du haut de la vallée de la Roya, tout en étant au cœur du drame. Donc c'est absolument énorme. Je pense qu'on n'aurait jamais pu gérer ces flux-là si on n'avait pas pu compter sur les élus et sur les bénévoles. Les gens ont mesuré la gravité des installations de la distribution d'électricité, ont mesuré que ça allait durer plusieurs jours. Ils ont eu heureusement ce réflexe, ils ont amené leur nourriture dans 3 restaurants ici, et un restaurant à Saint-Delmas. Ils ont ramené leur nourriture et les restaurateurs bénévolement ont fait à manger pour toutes les personnes qui venaient s'approvisionner chez nous. On a commencé à s'organiser comme cela et on est resté 48 heures quand même sans rien. Mais ça s'est fait vraiment, je dirais, chacun a exprimé son inquiétude, sa désolation, sa tristesse, mais tout le monde avait compris qu'il fallait qu'on se suffise à nous-mêmes. Déjà, je sais qu'il faudra tirer des enseignements de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu manifestement des dysfonctionnements. Moi, j'ai eu du mal à comprendre qu'on n'ait pas été en mesure, un pays comme la France, de déployer très rapidement tous les moyens aériens qui étaient nécessaires. C'est pas que de couverture de survie dont on a besoin, quoi. Voilà. Et on se rend compte, aujourd'hui, le maître mot de la gestion de ces crises, c'est la communication. Dire ce téléphone satellite que j'ai là, je vais le garder comme une denrée rare et précieuse. Parce que si je l'avais eu depuis vendredi, le sentiment d'abandon, je l'aurais peut-être pas eu. Et c'est la leçon qu'il faudra tirer d'abord de cela. Qu'une population de 2000 personnes puisse être totalement isolée à l'époque où maintenant on arrive à communiquer avec la Lune, et bien nous on n'arrivait plus à communiquer avec la vase clos total. Si on a demain de nouveau la même tempête, je vois pas, même nous entre-mer, ce qu'on peut faire pour l'arrêter, quoi. Il faudra la laisser passer, donc il faut lui laisser la place pour passer, c'est tout. Voilà. La présence d'arbres au milieu d'un cours d'eau ralentit le courant, au moment où le cours d'eau n'est pas dangereux. Par contre, ces arbres, au moment où le cours d'eau devient dangereux, deviennent de véritables dangers potentiels. Ce sont ces arbres qui ont démoli notre pont, qui ont démoli les digues et le camping, qui ont créé des barrages qui ont favorisé les inondations. Il faut lutter pour diminuer les risques, mais il n'y aura jamais de vie, nulle part, sans aucun risque.
Alors maintenant, le salut, c'est le gros message. Alors celui-là, c'est le gros message. C'est le plus gros message que je vais envoyer. Notre salut, il va venir du chemin de fer. Alors, que tout le monde prenne, que tous les élus, mais au plus haut niveau du gouvernement, que tous les élus prennent conscience de l'importance du chemin de fer. Et finalement, on a aujourd'hui cette ligne qui nous sert à acheminer de l'eau et de la nourriture à des populations qui sont privées de tout. Donc, quelle meilleure illustration de ce qu'est une ligne de vie. Il y aura obligatoirement un avant et un après. J'ai passé les premiers mois de mon mandat à œuvrer pour la reprise en main du camping municipal, pour réussir à l'ouvrir. On a réussi, à force de beaucoup d'énergie et de beaucoup de cœur de la part des agents et des élus, à l'ouvrir le 1er août. Aujourd'hui, il n'y a plus de camping, plus du tout. Voilà, il n'en reste rien. Je me demande comment on va pouvoir reconstruire, parce qu'on ne pourra vraisemblablement jamais reconstruire au même endroit. Et sur la commune, nous n'avons pas tellement d'endroits. Donc là, tout de suite, le futur, on va déjà voilà, on se projette à un jour après l'autre. J'essaye de me projeter avant la neige, parce que ça va être une autre étape, ça aussi. Et puis voilà, après... Ça mettra quelques années, certainement, pour arranger cette cicatrice. Je me demande même comment on va faire pour retenir les gens dans nos villages, parce qu'on a des personnes qui sont parties, évidemment, parce qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, qui ont été rejoindre leur famille sur le littoral. Mais ces familles-là, est-ce qu'elles vont revenir? Est-ce qu'elles auront envie d'y vivre encore? On sait déjà qu'il y a eu pas mal, je n'ai pas de chiffres, mais pas mal de demandes de radiation des écoles de Breil. Faire en sorte que personne ne soit condamné à quitter le village. C'est comme, vous savez, on est une grande chaîne, et chacun c'est un petit maillon qui fait cette grande chaîne. Donc, on a besoin de tous les maillons. À mes administrés, je vais leur dire simplement que je suis de tout cœur avec eux, qu'on partage le même combat et que je les aiderai. Donc je serai là. Voilà. Surtout, on se projette vers l'avenir. On ne veut pas laisser un sentiment qu'on puisse renoncer à quoi que ce soit. On ne renoncera à rien, on repartira et on reconstruira.